Mon nom est Antoine Dubois, et pendant bien trop longtemps, ma vie fut une façade méticuleusement construite, un monument à ce que je croyais devoir être, plutôt qu'à qui j'étais vraiment. J'étais un analyste financier senior chez Capital Griffon, une prestigieuse société d'investissement située dans la métropole animée de Vertville. De l'extérieur, ma vie était enviable, un appartement pantouse élégant surplombant la Seine bleue, une garde-robe méticuleusement choisie et un calendrier rempli de réunions de haut niveau et d'événements exclusifs de l'industrie. Pourtant, sous cette apparence polie, j'étais un homme vide, mon estime de soi étant liée à la validation externe, toujours à la recherche de l'approbation insaisissable des autres, en particulier de ma famille. Mon père, un titan dans le monde de l'immobilier commercial, opérait sous le mantra que « la perfection n'est pas une aspiration, c'est une exigence de base ». Ma mère, une ancienne galeriste avec un œil impeccable pour l'art et un sens encore plus aigu du statut social, renforçait cela en soulignant toujours ce qui manquait plutôt que ce qui était accompli. Ma sœur aînée, Camille, excellait sans effort dans tout, une architecte brillante dont les réalisations jetaient une longue ombre sur les miennes. En grandissant, j'étais le plus calme, l'introverti, souvent perdu dans les livres ou esquissant des plans architecturaux dans mon carnet, un passe-temps rapidement rejeté par mon père comme une rêverie improductive. J'ai appris très tôt que ma valeur était mesurée par ma capacité à me conformer, à réussir, à performer. Cette conviction ancrée a imprégné tous les aspects de ma vie, en particulier mes relations. J'ai épousé Éléonore, une directrice marketing captivante, dont l'ambition reflétait la mienne, ou plutôt, l'ambition que je prétendais avoir. Nous étions, sur le papier, le couple idéal. Notre vie commune était un ballet soigneusement chorégraphié d'événements de réseautage professionnel, de vacances exotiques immortalisées pour les réseaux sociaux, et une compréhension partagée que les apparences étaient primordiales. Mais sous la surface, notre connexion était fragile, construite sur des aspirations communes au statut plutôt que sur une véritable intimité. J'ai permis à Éléonore de définir une grande partie de notre identité commune, lui cédant le contrôle de notre calendrier social, de la décoration de notre maison, et même de mes propres préférences de manière insidieuse, tout cela parce que je croyais que cela maintiendrait l'harmonie, maintiendrait l'illusion de notre vie parfaite. Mon estime de soi, fragile, s'est flétrie sous la pression constante d'être ce qu'elle, et par extension ma famille, attendait. Les fissures ont commencé à apparaître lors d'un trimestre particulièrement difficile chez Capital Griffon. Le marché avait été volatile, et un investissement majeur avait mal tourné, me laissant me démener pour atténuer les pertes. Le stress était immense, consumant mes journées et hantant mes nuits. Je me retrouvais à m'énerver pour des inconvénients mineurs, à me replier sur moi-même, incapable d'exprimer la profondeur de mon anxiété. Éléonore, toujours pragmatique, y voyait une faiblesse, un échec professionnel qui nuisait à notre image. Antoine, m'avait-elle dit un soir, faisant tournoyer un verre de merlot au céleste, tu dois te ressaisir. Il ne s'agit pas seulement de tes performances, il s'agit de notre standing. Les gens nous observent. Ces mots, destinés à motiver, sonnaient comme une réprimande publique. C'est à cette époque qu'une nouvelle collègue, Léa, a rejoint notre équipe. Léa était différente. Elle était brillante, oui, mais son intelligence n'était pas ostentatoire. Elle était sincèrement curieuse, empathique et possédait une confiance tranquille d'une authenticité désarmante. Lors d'une séance de brainstorming tardive, alors que je luttais avec des algorithmes complexes et une échéance imminente, Léa a remarqué mon expression tendue. « Antoine, a-t-elle commencé doucement, tu as l'air de porter le poids de Vertville sur tes épaules. Ce n'est pas grave de demander de l'aide, tu sais. » C'était une déclaration si simple, pourtant elle a eu l'effet d'un choc sismique. Personne ne m'avait jamais offert cette grâce auparavant. Ma famille s'attendait à ce que je sois laide, et Éléonore s'attendait à ce que je n'ai pas besoin d'aide. Je me souviens de cette nuit avec vivacité. Le bureau était silencieux, à l'exception du bourdonnement des ordinateurs et des bruits lointains de la ville. Léa, au lieu de s'enfuir, est restée, proposant de relire mes rapports, de discuter d'idées. Parfois, dit-elle, tapotant son stylo sur son menton, un regard neuf voit l'évidence. Et parfois, ça aide juste de savoir que tu n'es pas seul. Je me suis retrouvé à m'ouvrir, d'abord avec prudence, puis avec un déferlement ininterrompu, sur les pressions, les attentes, la peur de l'échec qui me rongeait depuis des années. Léa a écouté sans jugement, son regard stable et bienveillant. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais vraiment vu, vraiment entendu, pour Antoine, pas pour Antoine Dubois de Capital Griffon. Ce nouveau sens de soi, encore fragile, était facilement menacé par les dynamiques établies de ma vie.
Éléonore, sentant un changement dans mon attention, devint subtilement possessive. Nos conversations tournaient moins autour de nos objectifs communs et davantage autour de ses réalisations, de ses avancées professionnelles. Si je mentionnais Léa en passant, une ombre traversait son visage. Est-elle vraiment aussi bonne qu'on le dit, demandait-elle, son ton teinté d'un scepticisme voilé. Je me suis surpris à protéger instinctivement mes interactions avec Léa, créant une distance émotionnelle que je n'avais pas réalisé construire avec Éléonore. Le moment décisif est survenu lors du gala annuel du « Sommet des innovateurs » de Capital Griffon, organisé à l'opulent « Salon Cristal » du Grand Hôtel Vervillois. C'était un événement conçu pour l'étalage ostentatoire, un défilé de richesse et d'influence. Éléonore, resplendissante dans une robe saphir, circulait avec un charme désinvolte, son rire cristallin dominant le brouhaha. Moi, comme d'habitude, j'étais son accessoire, jouant le rôle de mari attentionné, échangeant des banalités avec des clients que je connaissais à peine. J'ai vu Léa de l'autre côté de la pièce, élégante dans une simple robe vert émeraude, engagée dans une discussion passionnée sur les stratégies d'investissement durable. Elle ne jouait pas un rôle, elle se connectait réellement. Soudain, Éléonore fut à mes côtés, sa voix un murmure bas et urgent. « Antoine, Mark Sterling est là. C'est le PDG des Omnitech. J'essaie d'obtenir un rendez-vous avec lui depuis des semaines. Viens, présente-moi. » Mark Sterling était une figure formidable, connue pour son sens aigu des affaires impitoyables et son penchant pour les démonstrations publiques d'affection avec ses jeunes compagnes, qui changeaient fréquemment. Éléonore, toujours opportuniste, y voyait une chance de réseauter. J'ai hésité. Sterling était notoire pour son comportement grossier, et je l'avais toujours trouvé profondément repoussant. Éléonore, je ne pense pas, ai-je commencé, mais elle m'a coupé, sa prise sur mon bras se resserrant. Ne sois pas ridicule. C'est important. Pour nous. J'ai ressenti cette capitulation familière, le lent évanouissement de ma propre volonté. Je l'ai emmené, les ai présentés, et j'ai regardé Éléonore, avec un sourire éclatant, engager la conversation avec Sterling. Lui, comme prévu, est devenu trop familier, sa main s'attardant un peu trop longtemps sur son bras, ses compliments teintés d'un sourire désagréable. J'ai ressenti une vague de colère froide, non seulement envers Sterling, mais envers moi-même, d'avoir permis cela, d'avoir mis Éléonore dans une position où elle se sentait obligée de tolérer un tel manque de respect, et de l'avoir toléré moi-même. Puis, je l'ai vue. L'assistante de Sterling, une jeune femme à peine sortie de l'université, prenait des photos avec son téléphone. Des clichés rapides et francs de Sterling et Éléonore, riant, trinquant. L'assistante a croisé mon regard, un éclair fugitif et apologétique dans ses yeux avant qu'elle ne se détourne rapidement. Je savais, avec une certitude écœurante, que ces photos finiraient sur les réseaux sociaux, un autre récit soigneusement élaboré. Et je savais, tout aussi clairement, que je ne pouvais plus faire partie de ce récit. Cette nuit-là, fixant le plafond de notre pentouse de la scène bleue, j'ai réalisé le coût de ma performance de toute une vie. Mon estime de soi était en lambeaux, ma voix réduite au silence, mes limites inexistantes. L'homme tranquille que tout le monde percevait était en effet tranquille, mais c'était le silence d'un homme qui suffoquait lentement sous le poids des attentes des autres. Le véritable partenaire qu'Éléonore célébrait dans le monde numérique n'était pas Mark Sterling, c'était la version polie et agréable d'Antoine Dubois qu'elle avait contribué à créer. Et j'en avais assez de jouer ce rôle. J'en avais assez de me laisser disparaître. J'ai fermé les yeux, imaginant le regard doux et stable de Léa. Sa simple question, ce n'est pas grave de demander de l'aide, tu sais. Cette fois, je savais que je devais me la poser à moi-même. Je devais aider Antoine. Le vrai Antoine. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, j'ai annulé mes 3 premières réunions. Mon assistante, une femme méticuleuse nommée Béatrice qui gérait ma vie avec une précision militaire, m'a regardé avec un mélange de choc et d'inquiétude. « Monsieur Dubois ? Tout va bien ? » « Tout ira bien, Béatrice, ai-je répondu, ma voix me paraissant étrangère, ferme avec un courant sous-jacent de détermination. J'ai passé la matinée dans mon bureau, une pièce que je n'utilisais habituellement que pour des rapports tardifs, et j'ai commencé à écrire. Pas une analyse financière, mais une lettre. Une lettre à Éléonore. Elle n'était ni accusatrice ni en colère, elle était factuelle, calme et définitive. Elle décrivait l'érosion progressive de notre partenariat, les limites qui avaient été franchies, et ma décision de demander une séparation.
J'y déclarais aussi explicitement que je ne contribuerais plus à l'image qu'elle souhaitait projeter. J'ai inclus une proposition détaillée de division des biens, reflétant l'accord prénuptial modifié que j'avais discrètement mis à jour un an auparavant, une prévoyance née non pas de la malice, mais d'un malaise silencieux et croissant. Je ne l'avais pas mis à jour par dépit, mais par un besoin désespéré de protéger un vestige de moi-même, une prémonition que ce jour viendrait finalement. Je l'ai scellé dans une simple enveloppe blanche, mes mains étonnamment fermes. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Léa pour ce qui était censé être une réunion stratégique. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à me confier à elle, expliquant le poids qui m'avait été retiré, la décision que j'avais prise. Elle a écouté, comme toujours, avec une compréhension silencieuse. Cela demande un courage incroyable, Antoine, a-t-elle dit, un doux sourire aux lèvres. Choisir soi-même, redéfinir ce que le succès signifie pour toi. Ces mots ont profondément résonné. Le succès, pour moi, avait toujours été une question de mesures externes. Maintenant, c'était une question de paix intérieure. Mes parents, comme on pouvait s'y attendre, étaient furieux. Mon père a qualifié cela d'embarras pour le nom de la famille, une décision irréfléchie qui mettrait en péril ma position. Ma mère a déploré le scandale et la façon dont il affecterait leur cercle social. Camille, toujours pragmatique, a offert des conseils juridiques non sollicités, se concentrant sur les implications financières, et non sur le coût émotionnel. Je les ai écoutés chacun, patiemment, calmement, et pour la première fois, sans absorber leur jugement. Père, ai-je dit lors d'un appel téléphonique particulièrement houleux, ma position n'est plus définie par vos attentes, ni par celle de qui que ce soit d'autre. Ma paix est primordiale. Le silence à l'autre bout était assourdissant. C'était une limite, clairement articulée, et étonnamment, incroyablement émancipatrice. La réaction d'Éléonore fut une tempête d'incrédulité, suivie d'indignation. Tu ne peux pas faire ça, Antoine. Cela va nous ruiner. Notre image. Qu'en est-il du pantouse de la SN bleue? Qu'en est-il de notre réputation? Ces mots, autrefois si puissants, n'avaient plus que peu d'influence. Éléonore, ai-je répondu, ma voix calme, notre image était une performance. Je choisis l'authenticité. Tu es libre de définir ta réputation comme tu l'entends. Elle m'a accusé d'être froid, sans cœur, de saboter sa carrière. J'ai simplement réitéré les faits, les choix qu'elle avait faits, les limites que j'avais lentement, douloureusement, appris à tracer. Quand elle a cité la clause des actions publiques dans le contrat de mariage, espérant me piéger, j'ai simplement montré l'avenant mis à jour, sa propre signature sur le document révisé. Le regard sur son visage, un mélange de choc et d'horreur naissante, n'était pas un que j'ai savouré, mais que j'ai reconnu. Les graines de l'autopréservation avaient été semées il y a longtemps. La procédure de divorce fut clinique, presque chirurgicale. Il n'y eut pas de drame public, pas de murmure d'accusation. Tout fut réglé par des voies légales discrètes, précisément parce que j'avais déjà fixé les paramètres. Le pantouse de la scène bleue revint à Éléonore, conformément à l'accord modifié. J'ai emménagé dans un appartement plus petit, discret, dans un quartier dynamique plus proche des espaces verts et des galeries d'art de la ville. C'était un espace que j'ai meublé avec des pièces que j'aimais sincèrement, et non celles choisies pour impressionner. Mes livres remplissaient les étagères, mes croquis architecturaux trouvèrent une place sur les murs, un témoignage silencieux des parties de moi-même que j'avais longtemps réprimées. J'ai même acheté un petit bureau en bois robuste où j'ai recommencé à dessiner, non pour la productivité, mais pour le plaisir. Ma transformation personnelle n'a pas été une métamorphose soudaine, mais un déploiement graduel. J'ai commencé une thérapie, quelque chose que j'avais toujours considéré comme une faiblesse. C'était un espace où je pouvais enfin articuler les décennies de pression tacite, les critiques intériorisées, la peur profonde de ne pas être assez. J'ai appris à identifier mes déclencheurs émotionnels, à remettre en question mes systèmes de croyances ancrés, et surtout, à cultiver l'autocompassion. J'ai commencé à dire non aux engagements sociaux qui me semblaient épuisants, à privilégier mon bien-être mental et émotionnel plutôt que le réseautage professionnel. J'ai même commencé à suivre des cours du soir en urbanisme, un clin d'œil à ma passion d'enfance pour l'architecture, non pas pour un changement de carrière, mais pour un épanouissement personnel. Ma relation avec Léa s'est approfondie, non pas en une relation amoureuse, mais en une amitié profonde bâtie sur le respect mutuel et la camaraderie intellectuelle. Elle est devenue une oreille attentive, une confidente de confiance, quelqu'un qui encourageait constamment mon moi authentique.
Elle célébrait mes petites victoires la première fois que j'ai affirmé avec confiance une limite avec mon père, la joie que je trouvais à dessiner, le contentement tranquille d'une soirée passée à lire. Un soir d'automne frais, alors que la ligne d'horizon de Verteville brillait de la douce lumière du crépuscule, je me suis retrouvé assis sur le balcon de mon nouvel appartement, une tasse de tisane réchauffant mes mains. Je tenais une lettre de Camille, son écriture élégante moins critique, plus réfléchie. Elle avait écrit sur ses propres luttes pour équilibrer les attentes familiales et les aspirations personnelles, avouant qu'elle avait toujours secrètement admiré mon courage de partir. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était une branche d'olivier, un rare moment de véritable connexion. J'ai regardé le paysage urbain, les lumières scintillantes d'une ville que je voyais autrefois à travers le prisme de l'ambition et de la performance. Maintenant, je la voyais avec des yeux qui comprenaient la paix. J'avais perdu un mariage, un certain statut social et l'illusion d'une vie parfaite. Mais en retour, je m'étais retrouvé. J'avais trouvé ma voie, mes limites et un sentiment calme et inébranlable d'estime de soi que nulle validation extérieure ne pourrait jamais diminuer. L'homme tranquille n'était plus silencieux. Il était simplement en paix, enfin, authentiquement, Antoine Dubois.